News Jardin TV vous présente Bienvenue au Jardin, une émission 100% nature, plantes, botanique, jardin et jardinage, animée par Patrick Mulan et Pierre-Alexandre Risser. Mes chers amis, bonjour, c'est un grand plaisir pour nous de vous retrouver tous les samedis et aujourd'hui nous sommes le 19 novembre et vous avez pu remarquer que nous avions sauté une semaine comme je vous l'avais annoncé. Maintenant je suis là, je suis en forme et à mes côtés il y en a un autre qui est en forme, il est souriant, il est content aussi d'être là, il s'appelle Pierre-Alexandre, il est paysagiste et vous l'appréciez de plus en plus. Salut Pierre. Bonjour Patrick. Et nous avons un invité tout à fait intéressant et particulier que vous allez découvrir. Pour certains d'entre vous, je pense que vous le connaissez parce qu'il y a longtemps qu'il œuvre dans notre univers. Il s'appelle Jean-Paul Thorez. Alors, tu es à la fois journaliste, jardinier, écrivain. Surtout jardinier, surtout journaliste, surtout auteur. Oui, tu as raison, tu as fait le tour. Il est tout ça. Voilà. Et c'est surtout un des précurseurs, je dirais, de la culture biologique dans notre univers du jardin. Parce qu'il y a longtemps que tu as tendance à me vieillir quand même, là. Bah, tu es comme moi, un peu blanchi. C'est un pur et dur, vous verrez tout à l'heure. Et il nous a fait un livre vraiment très intéressant qui s'appelle Solutions pour un jardin résilient que nous présenterons en détail et on va faire toute une chronique autour de cette résilience au jardin. Qu'est-ce que c'est, comment y arriver, etc. C'est tout à fait dans les objectifs d'aujourd'hui. Vous verrez, c'est vraiment extrêmement intéressant. Nous sommes le 323e. Ah oui. Donc il doit rester que 42 jours, je pense, avant la fin de l'année. Et nous sommes le 28e jour du signe astrologique du Scorpion et le 29e jour du mois de Brumaire. Toujours ce calendrier républicain français qui nous vaut des plantes de temps en temps. Et aujourd'hui, c'est le jour du cormier. Le Sorbus domestica. Ouais. Plante que tu utilises, que tu connais, C'est une plante que je connais bien. C'est pas une plante que j'utilise dans les jardins de ville. Par contre, dès que je fais un jardin à la campagne, alors ça, j'aime planter des sorbiers. C'est une plante qu'on peut même mettre à la montagne, entre 1000 et 1500 mètres. C'est une plante un peu oubliée, malheureusement. Et même de plus en plus rare. Ouais, alors qu'elle peut pousser en ville en alignement, par exemple. C'est une plante très importante pour les oiseaux parce qu'elle leur apporte une nourriture en octobre, novembre, au moment où elles ont moins à manger. Et c'est une plante peut-être qu'on va retrouver un peu en culture. J'ai eu l'occasion à l'Institut Paul Bocuse l'année dernière de goûter un cidre de cormier. C'est quelqu'un qui est dans la Mayenne qui fait ça. Il y a quelques centaines de bouteilles seulement. C'est extraordinaire. On dirait un peu un cidre de glace comme au Québec qui est fait avec des pommes gelées. Ça m'a rappelé un petit peu ce goût-là. J'ai trouvé ça absolument formidable. C'est une plante qui est devenue rare dans la nature et qui est même inscrite sur les espèces menacées en Suisse et en Autriche. Au niveau de son bois, Sorbus domestica est un des bois les plus durs qui existent, plus lourd que celui du chêne, et il a été très utilisé en ébénisterie, et notamment pour faire des pièces mécaniques à l'époque où on n'avait pas beaucoup travaillé les métaux, et on faisait par exemple des charrettes avec des axes en bois et tout ça. Ça explique peut-être en partie aussi sa disparition. C'est un arbre qui est d'origine méditerranéenne, et qui dépasse guère une dizaine de mètres, 10-12 mètres de hauteur. Oui, c'est pour ça qu'il est intéressant en ville. On voit quelques aliments, mais pas beaucoup. Dans les sorbiers, on a des plantes qui s'acclimatent bien, qui s'accommodent pratiquement de tout. On peut le planter n'importe où. N'importe où, c'est très rustique, donc ça craint pas du tout le froid. Ça demande peu de taille. C'est vraiment un arbre avec pas beaucoup d'entretien. En revanche, il est assez difficile à multiplier. Les graines germent mal, et ça explique aussi peut-être pourquoi on le voit un tout petit peu moins dans les jardins. Alors attention de ne pas le confondre avec le sorbier des oiseleurs, Sorbus ocuparia, qui, lui, fait des fruits qui sont comestibles par les oiseaux, mais pas par nous. T'en as déjà mangé des cormes, parce qu'en fait, a priori, on peut, lorsqu'elles sont blettes, les manger comme ça. Non, ça, j'ai pas eu l'occasion. Il y a des gens qui les font sécher, qui en font de la confiture, même des pâtes de fruits. Et comme tu dis, on faisait ce cidre, boisson fermentée, qu'on appelle le cormet, comme le poiré pour la poire, et qui remplaçait effectivement le cidre dans certaines régions. Aujourd'hui, nous sommes le 19 novembre, je le disais. En 1906, naissait dans le Cambridgeshire, en Angleterre, quelqu'un que tu connais sans doute de nom, de réputation, Alan Herbert Wasser Bloom, Alan Bloom.
Alan Bloom, oui. Un des plus importants horticulteurs du XXe siècle au niveau des plantes vivaces. Et il a vraiment créé des nouvelles applications sur les plantes vivaces. C'est quelqu'un qui était à la fois aussi obtenteur parce qu'il a sélectionné des plantes vivaces. Il en a créé plus de 170 variétés. Il a fait un boulot énorme. Il a travaillé aussi en édition. Il a publié plus d'une trentaine de bouquins. Et surtout, il a développé un jardin à Bressingham, dans le Norfolk, qui existe toujours aujourd'hui et qui est un des plus beaux jardins de vivaces et de conifères qui puissent exister. Le don, mais toi tu l'as aussi un peu, c'est le don d'associer les végétaux. Et lui, il a fait comprendre que les vivaces, c'était pas des trucs qu'on picorait comme ça, il fallait faire des taches, il fallait faire des masses. C'est un peu, pour moi, un peu le même travail qu'un peintre, quelqu'un qui va faire un tableau. C'est-à-dire que nous, c'est pas de la peinture, c'est des fleurs. Et on associe du vivant ensemble avec parfois des bonnes surprises et des fois des mauvaises surprises. Alan Bloom, c'était un collectionneur aussi incroyable, puisque quand il a commencé son jardin, qui fait 7 hectares, il avait réuni 5000 espèces. Aujourd'hui, le jardin que l'on peut visiter est composé de 48 massifs, donc il y a vraiment des scènes très différentes, 8000 espèces et variétés différentes, et son fils, donc, qui s'appelle Adrian, est aujourd'hui la personne qui assure la pérennité de ce jardin. Et lui, Adrian, c'est un fou furieux de conifères, puisqu'il en a plus de 500. Il a aussi des bruyères. Ils associent les vivaces, les bruyères, les conifères, dans des jardins qui sont peut-être un peu désuets aujourd'hui dans l'esprit, mais qui sont quand même remarquables. 19 novembre, on fête Saint-Tanguy, qui était un abbé breton, Saint-Eudes et Eudeline, qui était aussi un abbé, mais auvergnat celui-là. Qu'est-ce que tu as comme dicton ? À la Saint-Tanguy, tu peux couper ton gui. Ah oui. Oui, on le coupe le 31 décembre pour décorer les tables. Pour nettoyer les arbres, par exemple, c'est peut-être le moment, non ? L'hiver n'aime pas la feuille qui se languit, encore sur l'arbre à la Saint-Tanguy. Oui, alors ça veut dire que si toutes les feuilles ne sont pas tombées des arbres caducs en ce moment, on peut craindre un hiver très froid. Oui, il n'a pas fait assez froid. Quand le froid arrive brusquement, c'est-à-dire qu'on passe de température positive immédiatement à des moins 10, des moins 15, les plantes ne sont préparées, elles ne se sont pas protégées contre le froid, et à ce moment-là, on peut avoir des dégâts. Alors que si on a un hiver progressif de température moins 2, moins 3, moins 5, moins 8, moins 12, moins 15, au fur et à mesure, à ce moment-là, les plantes arrivent à se protéger. Tu as des petits dictons comme ça qui traînent dans ta tête Écoute, à Sainte-Catherine, tout bois prend racine, ça, oui. Ça marche. Ça marche. C'est pas encore passé, c'est le 25 novembre. Voilà, j'anticipe. T'as raison. Moi, j'ai rosier planté à la Saint-Tanguy, fleurira pour la Saint-Guy, c'est le 12 juin, donc c'est logique. Oui. Et crocus planté à Sainte-Eudeline, fleurira pour Sainte-Jacqueline, c'est le 8 février. On peut estimer aussi que c'est tout à fait logique. Mon cher Pierre, Marcel P. nous a écrit « Il est inquiet ». Je viens d'arracher un rhododendron vraisemblablement attaqué par le Phytophthora. Je pense l'avoir trop arrosé. On me dit qu'il est déconseillé d'en replanter un autre dans le même emplacement. Pourtant, j'aimerais bien, si je remplace l'ancienne terre de bruyère sur 50-60 cm de profondeur et 1 mètre de diamètre, est-ce que je peux prendre le risque ? Phytophthora, c'est pas sympa, quand même. Sur les rhododendrons, ça les tue en quelques jours. Mais est-ce que c'est un Phytophthora ? Ce qui peut se passer sur le rhododendron, généralement, quand on le plante, année après année, on dit qu'il faut remettre de la terre de bruyère. Donc on remet de la terre de bruyère par-dessus, on enterre le collet, et la plante dépérit parce que son collet se retrouve à 10-15 cm enterré, et c'est pas un Phytophthora. Si, parce que c'est justement le Phytophthora, c'est la pourriture du collet et des racines. La plupart du temps, c'est quand même ça. On va dire en 1 semaine, 10 jours, tu as un rhododendron qui passe du vert au brun, d'un coup. Phytophthora. Généralement, il se dessèche, on a des choses qui se Deuxième chose, tu gratouilles un tout petit peu la terre de bruyère au niveau du collet et tu sens cette terre. Si ça sent le champignon, Phytophthora. Et c'est assez fréquent. Cette terre de bruyère que l'on met l'une sur l'autre, d'abord, ça commence à compacter. Et puis, n'oublions pas que les racines, alors sur le rhodo, ça ne descend pas vraiment énormément. Mais quand vous avez fait, mettons, un trou de 50-50, à un moment donné, les racines, elles arrivent ailleurs. Mais si jamais elles sont dans de la terre
bien compacte, bien argileuse, bien dense, asphyxie les racines, et là, c'est pas forcément Phytophthora, mais les symptômes sont moins brutaux. C'est-à-dire qu'on va commencer à avoir un bord de feuilles marron, une ou deux feuilles qui brunissent, etc. Alors, qu'est-ce que le Phytophthora ? Le Phytophthora, on a longtemps dit, c'est une maladie cryptogamique. En fait, aujourd'hui, on a un peu compliqué les choses en créant une classe qui s'appelle les zoomycètes, qui sont, on va dire, des pseudo-champignons. Ce n'est pas des vrais champignons, et qui sont particuliers dans la mesure où ce sont des organismes aquatiques. Et là, quand il me dit « je pense l'avoir trop arrosé », ça me donne quand même un tout petit peu cette tendance-là, parce que il n'y a pas de Phytophthora s'il y a sécheresse. Il y a Phytophthora si jamais l'eau s'est accumulée dans le sol. Et d'ailleurs, les zoomycètes, c'est assez proche des algues brunes, par exemple. Il n'y a pas de traitement sur le Phytophthora. Non. On doit arracher la plante, la détruire, et ensuite, on ne doit pas cultiver à l'endroit où il y a eu du Phytophthora ni de conifères, ni d'éricacées, donc toutes les plantes de la famille des rhododendrons, que ce soit les pieris, que ce soit les bruyères, etc., pendant 5 ans, de manière à être sûr qu'on n'a plus de traces de cette maladie. Il y a énormément de Phytophthora, il y en a une centaine d'espèces. Phytophthora infestans, c'est quoi ? C'est le mildiou de la pomme de terre. Donc il y a vraiment beaucoup de ces Phytophthora qui nous embêtent, mais encore une fois, on n'a rien à faire. Alors attention, il y a aussi ça, hein, c'est-à-dire qu'une température élevée avec une humidité du sol importante, ça aussi, ça joue un rôle, et des trop fortes fumures azotées, ça favorise aussi le Phytophthora. Tout à fait d'accord avec ce que tu as dit, hein. C'est quelque chose de très pénible. J'en ai eu beaucoup sur les hydrangea, par exemple, certaines années. Je me suis un peu documenté, il paraît qu'il y a des variétés résistantes de rhodo. On essaye toujours, mais voilà. Il faut quand même que ça soit dans un contexte de culture correct. Parce que si tu mets ton rhodo justement dans un endroit où c'est la terre qui va pas avec trop d'eau, bah, tu vas l'avoir quand même. Alors je dis ça, c'est pour donner un peu d'espoir à notre interlocuteur. Non, mais ce qu'on voit beaucoup, on voit quand même pas mal de rhodos dépérir, et c'est pas forcément du Phytophthora. Il n'y a pas beaucoup de plantes qui peuvent supporter de vivre avec le collet enterré. Tu veux tuer un bouleau, tu lui mets 30 cm de terre au collet, dans 3 ans, ton bouleau, il est mort. De toute façon, quand on a des rhodos qu'on veut rajouter un substrat, parce que la terre de bruyère, c'est du substrat qui est acide, il faut arracher son rhodo, arracher son camélia, refaire la fosse et replanter. Surtout, c'est ça qui est important. S'il est certain que c'est un Phytophthora, non, on replante pas au même endroit. Si c'est pas certain, on fait une belle cuvette d'arrosage et on arrose sa plante que lorsqu'elle en a besoin. On le laisse même un petit peu sécher, comme tu disais dans une précédente édition. On attend que son rhodo ait les feuilles qui pendent un petit peu pour lui remettre de l'eau. L'arrosage automatique, c'est une bonne chose, mais attention, il faut savoir le régler. Il faut laisser sécher la terre dans les jardins entre 2 arrosages. Alors, il n'avait peut-être pas d'arrosage automatique. En tous les cas, on ne remet pas de rhodo au même endroit, même si on enlève la terre, il faudra planter un autre arbuste qui n'est pas sensible au Phytophthora. Je sais pas, par exemple, un Andina domestica, un truc comme ça. Oui, très bien ça. Hein. Vous n'avez pas encore la main verte? Alors suivez les bons conseils de News Jardin TV avec nos paroles d'experts. Mes chers amis, je vous avais présenté rapidement Jean-Paul, notre invité d'aujourd'hui, et son livre. Je vais le refaire maintenant parce que nous allons un peu débattre autour du thème qui appelle à débat sur solutions pour un jardin résilient. On va d'ailleurs essayer d'expliquer ce qu'est un jardin résilient, mais si vous regardez le petit sous-titre, il y a 3 thèmes qui sont importants dans ce livre. C'est adapter le jardin au changement climatique, faire en sorte aussi que on ait un jardin qui puisse supporter la pollution, ou peut-être même traiter la pollution, puisqu'on avait fait aussi un sujet ici sur la phytoremédiation, et puis bien entendu jouer un rôle majeur en matière de biodiversité, et ça je crois que c'est quelque chose que le jardin nous apporte vraiment. Jean-Paul, tu as eu cette idée, à quel moment, comment, pourquoi ? Eh ben, j'ai eu cette idée en jardinant, en étant confronté aussi aux demandes des jardiniers qui m'ont posé pas mal de questions. Par exemple, sur la pollution, vous avez entendu parler de l'accident de Lubrizol en Normandie il y a 3 ans. On m'a questionné et on m'a dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire maintenant ? Est-ce qu'on peut jardiner, par exemple, simplement ? Est-ce que mon jardin n'a pas été pollué ? Voilà. Est-ce que je peux encore jardiner ? Voilà. Est-ce que je peux encore consommer mes légumes dans mon potager ? potager ? Exactement. Alors qu'on a reçu un nuage avec plein de particules, plein de trucs qu'on ne connaissait pas. Et ça m'a donné l'idée de traiter ce thème qui n'est jamais traité, en fait, le thème de la pollution. Mais comme tu l'as dit, il y a également le thème de la biodiversité. Un jardin résilient, c'est un jardin, en fait, qui va pouvoir
contribuer à combattre la crise de la biodiversité qu'on vit actuellement, qui va pouvoir résister aussi au déséquilibre qu'on observe dans les jardins sur le plan de la biodiversité. Les nouveaux ravageurs, par exemple. Récemment, il y a eu, dans les dernières décennies, les mineuses de ceci, les mineuses de cela. Bon, la drosophile Suzuki. Voilà, sans cesse. Et donc, un jardin résilient, ça va être un jardin qui, a priori, va pouvoir être armé pour résister à ce qui va se présenter dans le futur. Nous, jardiniers, on n'est pas... Mais t'es capable d'anticiper comme non, ça ? Justement, moi, non. Mais mon jardin, si je le conditionne pour être plus résilient, il va peut-être être en mesure de résister. C'est une espèce de prévention, tu vois. En fait, faire en sorte d'optimiser ce qu'il y a dans le jardin par rapport aux conditions écologiques du lieu. Alors, on peut dire ça, avoir un design, un dessin, une conception qui le mettent en condition pour résister à tout ça. On va demander aux concepteurs de jardin. Ça passe beaucoup par la conception paysagère. Il y a une paysagère. technique de conception pour faire qu'un jardin s'adapte à des conditions spécifiques. Tout dépend de ce qu'on appelle conception. Si maintenant, dans ton dessin de jardin, tu fais des tapis d'une même plante, il résistera c'est plus un jardin, c'est un champ. Il ne résistera pas de la même façon que si tu mets plus de plantes différentes. Il n'y a qu'à regarder dans les années 70-80 les milliers de kilomètres de haies de tuyas qui ont été plantés. Quand les ravageurs du tuya sont arrivés, ils ont décimé les haies de tuyas. Dans la conception, je pense que pour qu'un jardin soit résilient, ça veut dire qu'il puisse résister. Pour qu'il puisse résister, il faut lui donner les conditions de se développer correctement et à sa vitesse. Si tu pousses une plante avec beaucoup d'engrais, elle sera moins résistante à plein de choses, à un manque d'arrosage, elle sera moins résistante à un ravageur. Si elle pousse à sa vitesse à elle, ses tissus seront plus forts, sont plus durs et elle résistera mieux. L'idée de vouloir pousser une plante, c'est pas ça. On donne de l'engrais pas pour faire en sorte que la plante pousse plus vite, c'est pour qu'elle se nourrisse par rapport à des endroits où elle a peut-être pas exactement ce qu'elle a besoin. Alors moi, je voudrais quand même qu'on revienne sur le mot résilient parce que vous l'avez adapté par rapport à la définition de base. On a deux types de résilience. Soit c'est une action psychologique qui permet de se reconstruire lorsqu'on a eu en fait un événement malheureux et grâce à soi-même, en fait, en se faisant des souvenirs heureux, on revient vers l'arrière et puis du coup on se remet en condition. Soit vous avez une résilience écologique, donc on est plus près à ce moment-là du concept du jardin, mais c'est assez l'inverse de ce qui vient d'être dit, puisqu'en fait une résilience écologique, c'est la capacité d'un système vivant à revenir à son état initial. Or là, on ne parle pas de ça, on parle de quelque chose qu'on projette par rapport à des risques futurs ou présents. Revenir à un état initial lorsqu'on est un jardin, ça n'a pas beaucoup de sens. Effectivement, moi, c'est pas mon ambition de faire revenir mon jardin à un état initial que, de toute façon, on n'aura jamais, puisque les crises, par définition, elles nous font changer, elles nous projettent dans un monde qu'on ne connaît pas, et donc c'est une utopie de vouloir revenir à un état qu'on ne connaîtra, en fait, plus jamais. Surtout qu'un jardin, de toute façon, par définition, c'est une construction. C'est pas, un jardin, ça n'existe pas à l'état naturel. C'est quelque chose qui a été planté. Donc l'état initial, il est à zéro. Alors, oui, la résilience, pour moi, ça consiste à avoir un jardin qui continue à m'apporter des satisfactions à moi, jardinier, et qui soit en cohérence avec son environnement, c'est-à-dire cohérent avec le nouveau climat, cohérent avec l'état de la biodiversité tel qu'on le connaît maintenant, qui puisse encaisser des chocs, encaisser des stress, et qui puisse aussi, face à la pollution, me donner une certaine sécurité par rapport aux aliments que je vais consommer. Justement, tu parles de biodiversité et d'adaptation, en fait, de la biodiversité à des conditions. Et par rapport à la flore sauvage, très souvent, elle est moins bien armée que des variétés horticoles qui sont travaillées aujourd'hui, justement, pour résister, soit à des ennemis actuels ou futurs, des plantes qui sont plus costauds, ou même parfois résister aussi à des stress écologiques. La démarche est un peu différente. Tu proposes une solution humaine, enfin, ou génétique d'améliorer les plantes pour qu'elles répondent à des nouveaux aléas, des nouveaux stress. Et en fait, moi, mon approche, elle est un peu différente. C'est d'anticiper, mettre le jardin en condition pour résister à des choses qui ne sont pas encore évidentes. Et comment tu fais en pratique ? Parce que là, j'arrive pas. Je rebondis sur ce que disait Pierre tout à l'heure. Il a dit quelque chose d'important, c'est la notion de biodiversité, la notion de diversité même. C'est l'antinomie de planter une seule plante dans une haie, etc. La haie champêtre, par exemple, moi que j'ai dans mon jardin, et qui avait eu tendance à disparaître, elle est composée d'au moins une douzaine de végétaux ligneux. 12 végétaux ligneux, ça donne plus de chances de s'adapter à des nouveaux ravageurs, à des nouveaux contextes climatiques, qu'une seule. C'est un exemple de résilience, bon, qui est
déjà largement connu, mais on peut aller plus loin dans ce sens-là, et c'est le sens dans lequel je vais. Oui, et puis ces 12 arbustes différents vont fleurir à différents moments dans l'année. Les abeilles, les insectes vont trouver de la nourriture à différents mois dans l'année. Ça va servir d'abri. Par exemple, le lierre, c'est très important dans une haie champêtre parce qu'il sert d'abri d'hiver. Il donne à manger aux oiseaux sur ses fruits en fin d'année. Il donne à manger aux abeilles parce qu'il fleurit en octobre. Et il faut penser aussi ce qui est sous la terre, parce que là, on parle de jardin, on ne voit que la partie visible. Pour qu'un jardin puisse se défendre par rapport à tous les agresseurs, toutes les agressions qu'il puisse avoir, si ses racines sont correctes, si tout va bien en sous-sol, il résistera beaucoup mieux. C'est hyper simple, c'est-à-dire que si vous êtes en bonne santé, vous n'êtes pas malade. Voilà. Mais attention, Patrick, parce que toi, quand je parlais d'engrais tout à l'heure, aujourd'hui, on a vu avec la Covid qu'il y avait des sportifs de haut niveau, des gens qui faisaient vraiment du sport, là, qui ont vraiment été plus atteints que les autres. Et c'est là-dessus où je disais, la plante... La fragilité de la Formule 1. Exactement, du cheval de course par rapport au cheval de trait. C'est-à-dire que c'est important que les végétaux dans son jardin, on les fasse pousser à leur rythme, tu vois, et qu'il ne faut pas chercher à essayer d'avoir la fleur la plus grosse, le légume le plus gros. Tu vois, c'est pas ça le truc. La notion importante, c'est la rusticité. Voilà, c'est le marcheur qui marche toujours à son rythme, il va beaucoup plus loin. C'est un petit peu ça. Et bien entendu qu'on ne peut pas prévoir ce que seront les ravageurs, les maladies de demain. Il y en a toujours eu, mais ça arrivait plus rarement. C'est totalement faux. On avait des ravages invraisemblables. On n'avait pas 2 ou 3 dans l'année. Tu as eu le milieu de la pomme de terre, tu as eu le dorifort. Les gens sont partis, ont dû s'exploiter. Mais là, quand tu regardes aujourd'hui tout ce qui arrive, en nombre, c'est plus important sur des périodes qui sont mieux courtes. C'est ça que je veux dire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand tu lis un peu la presse professionnelle, tu regardes tous les ravageurs et les maladies qui arrivent de partout, quelque part, tu te dis, mais je vais planter quoi demain? Il faut préparer nos jardins à ça, en cultivant avec le maximum de bon sens, en cultivant avec la nature et en diversifiant énormément. Eh bien, mes chers amis, j'espère que ça fonctionnera. En tous les cas, je vous conseille de lire, si vous voulez en savoir plus, le livre de Jean-Paul Torres, Solutions pour un jardin résilient. Il parle beaucoup de tout ça. Espérons. Allez. Quoi de neuf au jardin? Patrick Mulan et Pierre-Alexandre Risser ont sélectionné pour vous nouveautés à découvrir, salons et fêtes des plantes à visiter. Mon cher Pierre, la semaine dernière, on a parlé du laurier thym, donc d'un viburnum. Et toi, tu as un viburnum assez étonnant à nous présenter que tu as vu récemment dans une pépinière et qui t'a emballé. Oui, quand on parle de viburnum, le laurier thym persistant avec floraison hivernale, ou le boule de neige qui va fleurir au printemps, qui va attirer les pucerons, mais qui fait une très jolie fleur en bouquet. Mais on ne parle pas assez souvent des arbres et des arbustes qui sont intéressants pour leur fructification. Le boule de neige, il fait déjà une fructification sympa. Quoi. Voilà, mais... T'as mieux. Ah oui, il y a mieux. Le Viburnum setigerum, c'est un arbuste très rustique, dont les feuilles peuvent se consommer en tisane, en thé. On l'appelle la viorne-thé. Au Tibet, ils s'en servaient pour faire des tisanes. Et c'est un viburnum dont le port n'est pas toujours très intéressant, il faut le tailler. Oui, ça part un peu dans tous les sens. La floraison est un peu insignifiante, donc on peut se dire pourquoi on va planter cet arbuste, parce qu'il est excessivement rustique et surtout qu'il a une fructification extraordinaire, des fruits rouges avec les branches qui pendent tellement qu'il y a de fruits et les fruits restent tout l'hiver sur l'arbuste. Même pour un jardin en ville, cet arbuste qui va être beau tout l'hiver. Est-ce que la couleur des feuilles à l'automne est... Magnifique. Les viburnums en automne, on en reparlera parce que c'est vraiment des arbustes qu'il faut avoir dans tous les jardins. Ça prend une nuance qui passe un peu du rose pourpre bronze. Enfin, vraiment, c'est très très joli. C'est pas aussi pétant que certains érables, c'est beaucoup plus subtil. Cet igérum, lui, c'est quoi? C'est 2-3 mètres maximum? Voilà, oui. Et la fructification, elle va changer de couleur. Elle est jaune-orangée au début de l'automne pour devenir vraiment rouge pendant tout l'hiver. Alors, je pense qu'il faut sans doute les tailler assez fort de façon à ce qu'on recrée de la végétation, donc certainement après la végétation, pour pouvoir avoir des fruits tous les ans. À la fin de l'hiver. On vient de parler d'une plante intéressante pour votre jardin. Moi, je vais vous parler d'une plante totalement invraisemblable que vous n'aurez jamais dans votre jardin, tout simplement parce que c'est le plus grand arbre de la forêt amazonienne. Et alors, il s'appelle Dinisia excelsa, c'est une plante de la famille des légumineuses, donc les fabacées. Pourquoi je vous en parle? Parce que il a été découvert il y a déjà quelques années, en 2019, sur des photos satellites où on s'est rendu compte qu'il y avait un arbre qui dépassait complètement de toute la canopée et
les chercheurs, enfin les botanistes se sont dit, il faut absolument qu'on arrive à aller voir cet arbre de plus près. Il est tellement dans un endroit inaccessible que cet arbre a nécessité pas moins de 3 expéditions qui ont raté pour rejoindre cette vallée de Jari qui est à la frontière de 2 États brésiliens, Amapá et Pará. Et tout récemment, les chercheurs, après 250 km en bateau, et 20 km surtout à pied dans une jungle montagneuse pour atteindre le pied de cet arbre. Et là, 88 mètres 50, 9 mètres 90 de diamètre, un arbre monstrueux, énorme, géant, formidable. Ces 19 personnes de l'expédition ont pris quelques échantillons. Ils pensent globalement que l'arbre aurait entre 400 et 600 ans et que c'est un être exceptionnel, mais surtout des arbres qui l'entourent, qui sont un peu plus petits mais qui sont déjà très grands, sont des éléments de stockage de carbone absolument incroyables. Il y a une symbolique autour de ça. Il faut savoir quand même que les déforestations annuelles de la forêt amazonienne sont considérables. Dans les 3 dernières années, elles ont augmenté de 75% par rapport à ce qui s'était passé les 10 années précédentes. Donc on est dans un endroit qui devrait être une sorte de réserve de biosphère, qui devrait être complètement préservée. Et pourquoi est-ce qu'on est inquiet? C'est parce que les Dinisia excelsa sont des arbres qui sont extrêmement prisés par les bûcherons parce que leur bois est de très très bonne qualité. Espérons qu'il pourra y avoir donc une protection officielle autour de cet arbre. Même si la saison commence à s'atténuer, il y a encore quelques intéressantes choses qui se passent, notamment au château de Vaux-le-Vicomte. Du 19 novembre jusqu'au 31 décembre, le château fête 400e anniversaire de la naissance de Molière. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le château, il y a des représentations, etc. Mais dans le jardin, il y a des décors, il y a des bouleaux qui vont être décorés de doré, d'argent. Il y a une allée de 40 sapins qui vont être illuminés avec des masques dorés pour donner un peu une ambiance comme à l'époque. Et puis, donc, dans les jardins, vous découvrirez aussi des buis et des taupières qui vont être décorés avec des masques d'or et des guirlandes lumineuses. Donc ça va être vraiment très sympa, d'autant qu'il y aura un accompagnement de musique baroque. On aura l'impression, je pense, vraiment de se plonger à cette époque-là et de passer un moment très étonnant. Donc Vaux-le-Vicomte, c'est en Seine-et-Marne. N'hésitez pas à y aller si vous avez l'occasion. Et puis je voulais faire un petit clin d'œil à un copain qui s'appelle Didier Villery, qui est un très très bon jardinier, un botaniste émérite, et qui le 22 novembre à 19h, fera une conférence sur, d'ailleurs, le titre, c'est « Une année au jardin avec un dingue de plantes », c'est tout à fait Didier, et ça se déroulera à Paris, au Forum 104, qui est rue de Vaugirard. C'est organisé par une association qui s'appelle Vivace et compagnie, donc n'hésitez pas à essayer d'y aller si vous êtes intéressé. Alors, Monsieur Pierre, Thierry Boissière nous écrit... Ayant visionné votre vidéo sur les pucerons, je pense que parmi les prédateurs naturels des pucerons, on peut aussi, il me semble, compter sur les gendarmes. Pyrrhocoris apterus. Qu'en pensez-vous ? J'en pense que ça n'a rien à voir avec les pucerons. Les Pyrrhocoraptères, tu en as forcément dans ton jardin. Oui, et puis effectivement, comme tu dis, ça n'a pas grand-chose à voir avec les pucerons. Alors, est-ce que vous savez ce que ça mange ? Oui, ça mange un peu de tout. Enfin, si tu me poses vraiment la question, ouais. Pour moi, ça mange des résidus végétaux de toutes sortes. D'une famille. Surtout les malvacées. Exactement. Et le tilleul, qui n'est pas une malvacée. Ouais. C'est pour ça qu'on en voit beaucoup au pied des tilleuls. Oui. Ouais. Donc ça, je ne savais pas. Ouais. Ouais. Donc c'est une punaise, il faut bien le dire. Hein. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle gendarme ? C'est l'uniforme des gendarmes d'autrefois, rouge et noir. Rouge et noir, voilà. Exactement. Qui est totalement inoffensive. Ce qui est embêtant, c'est que ça peut proliférer, mais alors d'une façon invraisemblable. Alors quand on n'aime pas trop les choses grouillantes, ça peut donner quelques craintes, mais à la limite, dans l'esprit de tout ce que l'on vient de dire précédemment, ils ont un rôle à jouer qui est très intéressant, puisqu'ils vont
contribuer à dégrader des déchets végétaux. Et ils vont aussi, je pense, favoriser la dissémination de ces plantes. Donc, ils ont leur rôle. Après, ils peuvent, dans certains cas, vraiment quand ils pullulent, grignoter quelques plantes et puis manger aussi quelques insectes, même vivants. Normalement, ils mangent aussi un peu d'insectes morts. Dans ces insectes vivants, il peut y en avoir qui sont utiles. Ça suce aussi parfois un peu les fruits qui sont tombés au sol. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ces bébêtes ? Bon, les oreilles inoffensives, je les connais depuis que je suis enfant. Et c'est dans les premiers insectes étant enfant qu'on découvre avec les fourmis au pied du mur. Il n'y a rien de plus inoffensif, il faut les laisser vivre leur vie. Et sachant que le jardin ne nous appartient pas, il appartient à tous les êtres vivants qui l'habitent et toutes les plantes qui l'habitent. Respectons tout ça. Ça, c'est vraiment de la très bonne philosophie. Vous êtes curieux de plantes et de nature? Toutes les réponses et bien plus encore dans le dossier de Bienvenue au Jardin. Mes chers amis, nous allons vous parler d'une plante que moi je considère comme étant extrêmement facile, simple, agréable et pratique, et que Pierre va nous démonter un petit peu parce qu'il a quelques déboires avec. Je veux parler du lauriétain. Lauriétain qui est un viburnum tinus, qui est intéressant quand même, je trouve, en toute saison. Et je voulais, avant qu'on commence cette chronique, vous citer Sidonie Gabrielle Colette, la fameuse Colette, qui a écrit des choses magnifiques sur les plantes et les jardins. Elle dit, dans l'Étoile de Vespère en 46, « Le temps de servir sur la fleur en plateau du lauriétain un dernier petit entremets de giboulée éphémère, et le printemps torride violentera toutes les éclosions. » Magnifique. Petit plateau de la fleur du lauriétain. Et oui, c'est une plante qui est intéressante parce que ses boutons floraux apparaissent en fin de saison et commencent à s'ouvrir petit à petit au cœur de l'hiver. Oui, ça apparaît au mois de novembre et ça va fleurir jusqu'au mois de mars. Donc c'est une des rares plantes qui arrive à fleurir tout l'hiver. Voilà. Alors je disais que toi, tu es enquiquiné avec les lauriétains. Explique-nous un peu le problème. Oui, le lauriétain est une plante qu'on a beaucoup plantée. Et si on nous disait, il y a encore une vingtaine d'années ou une quinzaine d'années, quelles sont les plantes très costauds pour le jardin dont on ne s'occupe pas, on aurait dit le buis et le lauriétain. Le buis, on ne le plante plus à cause de la pyrale, et le lauriétain, en tout cas en Île-de-France, je ne le plante plus à cause de la galéruque qui transforme les feuilles en dentelle. C'est très laid. Alors, comme tout le monde n'habite pas en Île-de-France, et que je pense que c'est un peu concentré du côté de chez Pierre, parce que moi, j'habite en Île-de-France, j'ai des lauriétains, jamais il y a eu la moindre attaque sur les feuilles. Quand on est dans un sol vraiment trop dense, trop compact, il peut y avoir quelques taches cryptogamiques, mais qui n'ont pas, je dirais, vraiment d'impact sur la plante. Je voulais vous poser un petit piège botanique, mes amis. Est-ce que vous savez dans quelle famille se classe le lauriétain ? Dans la famille des viburnums. Exactement. C'est une viorne. C'est une viande Oui. et qui était classée autrefois. Les chèvrefeuilles, hein. Voilà. Et ne pas se servir du lauriétain pour agrémenter sa soupe ou son civet. Hein. Mais vous savez que les botanistes sont des gens un peu facétieux et surtout compliqués. Effectivement, c'était dans la famille du chèvrefeuille, dont les caprifoliacées, qui a extrait 3 genres pour en faire une famille des adoxacées, dans laquelle nous avons bien le viburnum, le sureau également, le genre Sambucus, puis un autre genre qui s'appelle Adoxa que l'on ne connaît pas trop bien. Une petite plante de rien du tout. Exactement, il y a un petit Adoxa. En forêt. Voilà. Oui. Viburnum, ça vient du latin viburna, qui désignait un autre viburnum, une autre viorne, la viorne lantane, qui peut être un peu casse-pied, cette plante, quand elle pousse spontanément dans un jardin. Ça pousse assez vite, ça fait des grosses racines. Moi, j'ai eu ça un jour, on a du mal à l'arracher. C'est très triste comme plante. On n'en veut pas. Alors, l'intérêt du lauriétain, lui, c'est que, contrairement à beaucoup de viburnums, il est persistant, avec un feuillage épais, quand même, un feuillage coriace, qui normalement devrait être justement intéressant pour la ville, puisque ça résiste assez bien aux maladies. Ça résiste bien, ça se taille bien, enfin c'est une plante qui a plein de qualités. Hein. Port arrondi, assez compact, oui, comme tu viens de dire, ça se taille bien, donc si vous voulez le limiter, on peut le limiter sans problème. Ça pousse pas trop vite. Non, si on voulait faire une noix qui monte à 2 mètres, alors ça prendra un certain temps, mais après il n'y a quasiment pas de taille, et c'est en fleurs tout l'hiver. C'est cette durée assez exceptionnelle de la floraison qui en fait tout son intérêt. Après, on va l'utiliser souvent dans les haies composées. Absolument. C'est
Pour un jardinier qui fait du potager ou du verger, c'est une source d'auxiliaires, d'insectes auxiliaires. Qui viennent dormir là-dedans. Qui viennent butiner en hiver. Ah oui, butiner en hiver. C'est essentiel pour le maintien des cycles de ces entomophages, ces auxiliaires. En bac, ça pousse très bien. Très bien. Donc en ville, de nouveau, encore plus intéressant. Il y a des variétés, des cultivars. Je ne sais pas s'ils sont extrêmement différents les uns des autres. Si, il y en a quelques-uns à feuillage panaché. Oui, puis tu en as certains avec des fleurs un peu plus grosses. Alors, il y a F. Price, qui lui est intéressant pour la culture en bac parce qu'il est plus compact, il ne va pas dépasser 1,20 m, donc bien buissonnant. Très connu, c'est Gwenllian, lui aussi très compact, bouton rose et fleur rose qui devient blanche. Ça aussi, c'est intéressant, on ne l'a pas trop dit, mais il n'est pas homogène. Il change au fur et à mesure de la saison, donc c'est pas la plante immuable. Il y a Purpureum, les jeunes feuilles qui sont un petit peu pourpres, et puis il y a Variegatum avec des feuilles marginées de blanc crème. Dans quoi est-ce qu'on cultive le laurier thym ? Bonne terre de jardin. Voilà. Toute terre, ça marche très bien. On parlait de rusticité, tu as pu vérifier ? C'est rustique. C'est une plante qui résiste pas mal à la sécheresse. Et comme beaucoup d'arbustes feuillage persistant et à feuilles larges, adapté à terme au changement climatique. Tout ce qui s'apparente au laurier, en fait. Un peu le vent en poupe dans le contexte actuel. Le laurier thym en fait partie. Le laurier thym, on l'a vu geler en 1984, mais il a fait -20 à Paris. C'est ça. Voilà, donc on a vu. Ouais. Et quand on dit résiste au sec, faites attention qu'en pot, ça ne résiste pas au sec l'hiver. L'hiver, il faut les arroser parce que c'est un feuillage persistant. Ici, il fait doux. Les feuilles vont faire de la photosynthèse et elles ont besoin d'eau. C'est très résistant au sec en pleine terre, mais pas en pot. Il y a peu de plantes qui sont résistantes au sec en pot, à part les succulentes. Les phormiums, les trachycarpus. Oh, mais les phormiums, c'est frileux. Oui, c'est pas des plantes pour nos climats. Taille. Après la floraison, s'il y a besoin de tailler, Ça et se taille après, à la cisaille facilement. On peut réduire les rameaux à peu près de la moitié de leur longueur si on veut vraiment garder la compacité et favoriser la floraison. Souvent, la taille, elle a ça comme intérêt, c'est qu'après la floraison, si vous intervenez assez rapidement, vous allez provoquer ce qu'on appelle des rameaux anticipés, donc des nouveaux départs, qui, eux, seront porteurs de fleurs l'année suivante. Si vous ne le faites pas, surtout si vous mettez beaucoup de matière organique et tout ça qui charge en azote, vous faites pousser des feuilles et puis vous n'avez pas au taux de fleurs que vous voulez. Maintenez quand même le sol un peu frais. Paillez, c'est important avec un compost ou un mulch d'écorce ou de la paillette de lin, etc. Parce que en été, ça va lui garder un petit peu de fraîcheur, même s'il résiste au sec, c'est quand même mieux pour lui. Si vous voulez le multiplier, c'est facile par bouture, mais pour bien les réussir, il faut faire une bouture à talons. Vous savez, une bouture à talons, c'est de prélever un petit morceau de l'écorce de la branche sur laquelle démarrait la pousse que vous utilisez comme bouture. Sinon, autre chose à dire là-dessus, mes amis ? c'est une plante idéale pour le jardin. Bon, plaignez-vous pas de la galéruque, après tout, ça fait aussi partie de la biodiversité. Bien sûr. Qui est-ce qui pose cette question ? C'est AA. Les feuilles de mes pauvres rosiers sont dévorées par des larves de tentraides coffères. Les tentraides, ce sont des hyménoptères. Ce ne sont pas des papillons, bien que les larves ressemblent à des chenilles. Tu as déjà eu affaire à ces bébêtes ? Oui, mais alors pas sur les rosiers, sur les roséiers. Les groseilliers à macro. J'avoue que c'est vraiment un défoliant de première catégorie. Extrêmement efficace. Ouais. Les larves sont très grégaires et ce qui est terrible, c'est qu'elles s'accumulent en groupe sur la même feuille et comme elles ont un fort appétit, eh bien, elles vont se mettre à dévorer tout. Il ne reste plus généralement que la nervure principale et les plus grosses nervures secondaires. Et ça va très très vite parce qu'elles sont nombreuses. On les appelle, ces larves, des fausses chenilles, parce qu'effectivement, ça ressemble vraiment à une chenille. Et si vous avez regardé un jour ces tentraides, c'est assez rigolo, parce que quand elles sont dérangées, ou quand vous leur faites peur parce que vous vous approchez, elles se redressent, et elles ont une position un petit peu en S ou en Z, comme ça, et elles ne bougent plus. Et donc, ça fait quelque chose d'assez étonnant. On les reconnaît au fait que elles ont plus de fausses pattes. Vous savez, les chenilles, on dirait que ça a des petites pattes. Elles en ont entre
6 et 9 paires, alors que les chenilles de papillons, ça en a moins de 6 paires. Alors bien sûr, il faut regarder de près, hein, parce que c'est pas énorme. Et il y a une vraie tentraide spécifique du rosier, qu'on appelle même la tentraide squeletteuse du rosier. Ça veut tout dire, qui s'appelle Cladius difformis, et qui se mettent, comme je disais, dans cette position caractéristique de S, quand elles se sentent menacées. Et puis il y en a une pire. Il y a la tentraide limace du rosier, Andolomia aethiops. Alors ça, on dirait des petites limaces, moches comme tout, visqueux, ça fait 5 mm de long, avec une grosse tête, et elle dévore non seulement les rosiers, mais les cerisiers, les poiriers, les pruniers, tout ce que vous voulez, ça y va. Alors, contrairement à ce que l'on pourrait imaginer si c'était des chenilles, le BT, donc le Bacillus thuringiensis qu'on utilise comme produit naturel contre les chenilles, ça ne marche pas. Parce que c'est pas un lépidoptère. Donc qu'est-ce que l'on peut faire? Éventuellement un peu de savon noir. Oui, déjà couper les feuilles abîmées s'il y a les chenilles et puis les jeter. Mais t'as plus de feuilles après, il y en a partout. Non, mais tu coupes, c'est au début de l'infestation. Mesdames, messieurs, il va nous ratiboiser le rosier, il va dire tiens, j'ai plus de problème. C'est pas aussi simple que ça. Le savon insecticide, ça peut donner un effet, mais il faut faire attention de jamais traiter pendant la période de floraison, bien qui est sûr, longue sur les rosiers. Qu'est-ce que l'on a comme insecticide homologué qui fonctionne? Pyrètre naturel. Mais pareil. Pyrètre naturel, ça n'est pas sélectif. Donc il faut bien intervenir. Il est vrai quand même que l'attaque de tentraide, elle est assez précoce au printemps, avant la floraison. Et là, vous pouvez intervenir. Sinon, si elle n'est pas importante, vous faites effectivement comme a dit Pierre, vous enlevez les feuilles qui sont abîmées. Mais malheureusement, souvent, une attaque de tentraide, ça ne se fait pas sur 3 feuilles. Et si tu arroses avec un jet à forte pression et tu les enlèves du rosier, elles vont remonter. J'ai pas vu que les tentraides étaient dévorées par les oiseaux. Mais peut-être quand même, peut-être que les mésanges... Parce que c'est assez gros quand même. Je crois bien l'idée que la mésange bleue sur les rosiers... Alors il faut les attirer en mettant les nourrissoirs parmi les rosiers, par exemple, parce qu'elles prennent l'habitude de venir. En même temps, en se posant, elles vont nettoyer les premières larves ou les œufs de tentraide et mettre un nichoir, comme tu disais, Pierre. Ça, c'est une excellente idée, parce que c'est très polyvalent, les mésanges bleues. Ça va partout, se suspend au bout des branches, y compris sur les rosiers. Ouais, en fait, t'as même pas besoin de mettre de nichoir, parce que si t'as des haies... Le nichoir, c'est efficace parce qu'elles vont rayonner à quelques dizaines de mètres autour du nichoir. Au moment où elles élèvent leurs petits, c'est le plein moment des tentraides. C'est le plein moment des tentraides. Pour savoir tout ce qu'il faut faire dans votre jardin cette semaine, suivez le Pense-Bête jardinier de Patrick et Pierre-Alexandre. Je vais commencer par demander à mon ami à côté... Tu as potager, tu as le jardin, qu'est-ce que tu fais à cette période? Si j'ai pas encore semé mes fèves, je vais me dépêcher de les semer. Moi, je sème toujours les fèves. Tu mets un petit voile dessus parce que ça peut être... Alors, je mets une cloche continue, rigide, on a besoin de ça. Et je l'enlèverai si jamais le temps est humide et doux, parce que les fèves, ça n'aime pas trop de douceur humide. Ah oui. Voilà. Elles tombent malades. On a l'impression que c'est quand même des plantes méditerranéennes qui auraient besoin de douceur. Elles ont besoin de douceur, mais pas d'humidité. Donc, il faut jongler avec... Autre chose? Le classique, si j'ai pas encore planté mes bulbes, je me dépêche d'en planter, et puis je prépare un trou ou deux pour planter un arbre ou deux dans mon verger. C'est vrai que c'est vraiment le bon moment pour les arbres fruitiers. Ouais. C'est l'automne pour l'arbre fruitier, c'est quand même bien. Souvent, ça lui permet de mieux redémarrer au printemps. C'est ça la résilience aussi. Voilà. C'est planter au bon moment pour que les arbres se débrouillent en redémarrant au printemps suivant. On avance vers l'hiver. Parfois, dans certaines régions, il doit faire déjà un tout petit peu froid. Tu te calfeutres ou tu travailles? Ça va dépendre de la température extérieure et s'il pleut. L'hiver, ce qu'il faut savoir dans son jardin, c'est tâches qui sont à faire. Il n'y a pas un caractère d'urgence, sauf s'il fallait aller protéger des plantes parce qu'on annonçait un grand froid. Donc, c'est pas la peine d'aller travailler dans le jardin sous une pluie glacée. Il vaut mieux rester chez soi et réfléchir à ce qu'on va pouvoir faire dans son jardin l'année prochaine. Qu'est-ce qu'on veut réaménager? Voilà, dans le jardin, c'est l'entrée de l'hiver. Le jardin va rentrer en dormance. On le répète chaque semaine. On va accompagner la nature, accompagner les plantes dans ce phénomène de repos végétatif. Donc il y a toujours quelques tâches de nettoyage, de branches séchées, de choses comme ça qui sont à couper. L'élagage, ça se fait en cette période? Alors l'élagage, on va faire tout ce qui est les élagages sévères, quand on va faire vraiment des tailles de réduction. Ça va se faire dès la chute des feuilles et avant que les feuilles réapparaissent. C'est-à-dire qu'on va plutôt être de novembre, décembre, janvier, février. Les coupes d'éclaircies, choses comme ça, vaut mieux les faire quand les arbres sont en vert. Enfouir les engrais verts?
Oui, les enfouir ou les broyer. Ou les broyer. Voilà, il ne faut pas trop enfuir. Ils veulent plus travailler le sol. Moi, je veux travailler le sol, bon sang. Ça fait plus de 10 000 ans qu'on le fait et ça marche très bien. Pourquoi tout d'un coup, au 21e siècle, on dit bah non, on fait plus rien? Bah si, on le fait. On n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord. Pierre parlait de la dormance. Il faut savoir que la dormance, elle est pour toutes les plantes, du fait à la fois de la réduction de la longueur du jour et puis de la température ambiante. Donc quand on est dans la maison, cette simple réduction de la longueur du jour entraîne une certaine dormance chez les plantes. Conséquence, on les arrose moins souvent, on ne les nourrit plus, il faut les laisser tranquilles, et on essaye de les mettre dans des pièces pas trop chaudes. Ça, c'est surtout bon pour les cactus. Si vous voulez un jour avoir des magnifiques floraisons de cactus, il faut qu'en hiver, ils soient autour de 7-12 degrés et quasiment complètement au sec. Sur toutes les plantes d'appartement qui fleurissent, alors on n'est pas à 7-12 degrés, on va être à 15-17 degrés, 18 degrés, mais pareil, il faut qu'une température soit plus basse, de manière à ce que la plante puisse induire ses boutons floraux. Au potager, c'est le moment des blanchiments. On fabrique des endives, on va blanchir les pissenlits, les cardons, les chicorées, enfin tout ce qui est resté en place et qui nécessite d'éliminer un peu cette chlorophylle. Alors je sais que toi t'aimes bien le goût un peu amer et tout. J'aime bien quand ça croque. Non mais quand ça croque, mais quand c'est vert, c'est un peu plus amer que quand c'est blanchi. Ah oui, moi j'aime l'amertume. Voilà. Moi je suis pas un lapin, donc je préfère que ça soit un peu plus doux. J'aimerais bien qu'on compose aussi des jardinières en hiver, qu'on oublie un peu cette mauvaise saison, comme on appelle. Il y a tellement de petites choses qui sont sympas qu'on peut trouver encore dans les jardinières en ce moment, des feuillages persistants, même des bulbes un peu forcés. Vous pouvez vous faire des petits jardins en permanence. Avec ce que vous allez tailler dans votre jardin, vous pouvez dans votre jardinière planter quelques petites branches tortueuses, quelques petites branches avec une écorce qui est sympathique. Vous pouvez jouer, si vous avez un chêne pas loin, ramasser quelques glands, les poser. Vous pouvez vraiment vous amuser à faire des décors. On en a parlé il y a 15 jours, mais c'est le moment de planter les amaryllis. Ça, c'est une des fleurs vraiment de l'hiver. On trouve encore des gros bulbes dans les jardineries. C'est vrai que c'est pas très bon marché, mais c'est tellement spectaculaire que ça vaut quand même le coup de se faire plaisir pour la maison. Protection hivernale, évidemment. Il faut toujours avoir un voile, un paillasson de côté au cas où. Quand je dis l'avoir de côté, c'est parce qu'il faut être très attentif sur la météo pendant l'hiver. Quand on recouvre de façon systématique une plante et que on a des journées où la température va dépasser les 10, 12, voire 15 degrés dans la journée, si vous avez laissé la protection, c'est une catastrophe. Ah oui, parce que la plante, elle est au chaud, elle va se remettre à travailler. Et elle se réveille. Si c'est une plante persistante, avec du feuillage, vous pouvez développer des champignons. Les champignons aussi se réveillent si c'est chaud. Il faudra bien entendu, on ne répétera jamais assez, que les plantes persistantes en pot nécessitent un arrosage d'hiver, sauf si les températures sont négatives, bien entendu. Mais autrement, vos plantes vont mourir de soif. Je rappelle le fameux dicton « à la Sainte-Catherine, tout bois prend racine ». Donc c'est bientôt, c'est bien la période de plantation, et c'est tellement la période de plantation que la semaine prochaine, on vous en fera tout un sujet particulier sur les plantations d'automne. On les a un peu oubliées, malheureusement, et on verra que c'est quand même très intéressant. Mais en ce moment, vous pouvez planter arbres, arbustes, rosiers, fruitiers, haies, grimpantes, rosiers, enfin pratiquement tout ce que vous voulez. Ça va très bien, évidemment, quand il ne gèle pas. Il y a des récoltes aussi au potager. On récolte les choux de Bruxelles. Il vaut mieux pour les choux de Bruxelles qu'il y ait un petit coup de froid qui soit passé dessus. Ils sont meilleurs. Vous arrachez les topinambours quand vous voulez, au fur et à mesure des besoins. Mâche, mettez un petit paillis ou un voile d'hivernage dessus. Voile d'hivernage, c'est bien. Oui. Voilà, pour pouvoir la récolter en permanence, même s'il fait froid. Après, les racines, style crône, panais, salsifis, betterave, carotte, tout ça, c'est vraiment des légumes d'hiver. On peut les laisser en terre si les sols sont drainants et si on est dans des régions où ils ne gèlent pas trop. Si vous craignez le gel, il faut retirer tout ça du sol et les mettre en conservation. Conservation, c'est soit dans une cave bien noire, mais hors gel et surtout pas trop humide, ou alors en silo, mais on ne fait plus tellement de silos aujourd'hui, même si vous en avez une vidéo sur News Jardin TV. Tu nous parlais de planter des fèves, mais l'ail, l'échalote, en ce moment, ça peut être bien aussi. Ça peut être bien. Alors, j'en fais plus parce que ma femme est intolérante à l'ail. Et j'adorais planter l'ail violet, tu vois, en ce moment. Ben voilà.
Tu le récoltes au printemps, tu le cuis entier dans sa chemise au four. Et c'est délice. Faut que tu plantes des tulbagia. Ça a la saveur de l'ail, mais ça, pareil, il n'y aura pas d'intolérance à l'ail. Ah bon? Ah bah oui. Il n'y a pas d'intolérance. C'est pas la même plante. Non, mais c'est la même famille. Je pense que les composés sont similaires. En tout cas, le tulbagia est beaucoup plus digeste. Alors, essayez cette plante-là. La rusticité, elle est moyenne, mais c'est très décoratif. Dans l'idée de jardin résilient, garder des hampes florales peut-être pour nourrir les... Exactement. J'y pensais, Patrick. Les graines, c'est utile parce que beaucoup d'animaux mangent les graines. On n'y pense pas assez, notamment les oiseaux, certains insectes, les petits mammifères aussi. Je garde un certain nombre de hampes florales. Tu vois, les onagres, par exemple, quand elles ne sont pas trop gênantes à un endroit donné, je laisse les hampes. Alors, on fait de la taille aussi en ce moment. On va tailler les kiwis, les figuiers, on va tailler les haies, voilà. Et puis, le compost étant à la mode, sachez que pour avoir un bon compost, il faut le tamiser de temps en temps et le remanier. Eh bien, c'est la période idéale. Découvrez les meilleures nouveautés de l'édition Jardin, sélectionnées par Patrick et Pierre-Alexandre. Alors aujourd'hui, c'était le Géo des livres. On vous a présenté celui de notre ami Jean-Paul, je le rappelle. Il y a de quoi lire. Tu as passé un moment là-dessus. Passé un an. Un an. Bon, vous aurez un peu moins d'un an pour le lire, mais l'intérêt... Non, regardez, la mise en page. Vous avez des petits encadrés un petit peu partout, vous avez des intertitres, donc vous pouvez le lire petit à petit, et ça, c'est très bien. Il y a la fin de l'année qui se rapproche, et donc il y a des agendas. Agenda de la nature au jardin 2023, Salamandre et Terre vivante, c'est vraiment très joli, parce qu'il y a des petits dessins, voilà, et des petits conseils régulièrement, comme ça. Très très belles aquarelles autour de la nature et vous avez de quoi écrire. Alors souvent c'est vrai que je peux reprocher à ces livres qui sont quand même assez jolis, on n'a plus envie d'écrire dedans. Mais en même temps, comme il y a plein de conseils, vous voyez, sur chaque mois on vous dit des petites choses par rapport à la nature, vous pouvez découvrir des choses, c'est aussi un livre qui est intéressant. 12 €, donc Salamandre et Terre vivante. Alors ça c'est pour les velus, ça. C'est pour les bio de chez Rebio. Jardiner avec la Lune en biodynamie. Alors déjà, jardiner avec la Lune, faut aimer. Mais en biodynamie, je peux vous dire que c'est le summum. En tous les cas... Le livre préféré de Patrick. Mais oui. On sent. Parce que vous avez même les préparations biodynamiques. Vous savez, les cornes, les machins qu'on enterre et tout ça. Enfin, tous ces horreurs-là. Et en revanche, bon, il y a des conseils aussi. C'est pareil. Il y a tout ce qu'il faut faire au jardin jour après jour et qui sont des conseils valables, ceux-là, vous pouvez vraiment le lire. C'est chez Ulmer et c'est fait aussi avec le mouvement pour l'agriculture biodynamique. Ça coûte 12,90 €. Amusez-vous avec ça. Et puis un dernier agenda, toujours chez Terre Vivante, l'agenda du jardinier bio. C'est pas toi qui l'as fait, celui-là? Cette édition-là, non, mais j'en ai fait tellement avant. T'en as fait, hein. Donc 60 plantes qui soignent. Là aussi, c'est pareil. Beaucoup de conseils avec des plantes qui sont présentées avec des jolies aquarelles. Et puis là, vous avez de quoi aussi écrire. Donc vous avez ces agendas qui vont vous donner envie de jardiner, même quand on ne peut pas en hiver. Encore une question, mon cher Pierre. Dans une de vos précédentes émissions, vous avez évoqué la maladie des châtaigniers et des variétés résistantes. Pourriez-vous nous en dire plus sur le sujet ? Alors, on les avait quand même évoqués. C'est Armillaria qui nous pose cette question. Dans le numéro 69 de notre émission du 24 septembre, on avait la plante du jour qui était le châtaignier. L'INRA a travaillé sur des croisements entre Castanea sativa, donc le châtaignier commun, et un châtaignier japonais qui s'appelle Castanea crenata, pour obtenir ce qu'on appelle donc des châtaigniers hybrides qui ont l'avantage, pour certains, d'être assez résistants à la maladie de l'encre, qui est une maladie qui est extrêmement grave, qui est d'ailleurs aussi un phytophthora, comme on avait eu une question précédente là-dessus. Alors, toutes ces variétés... Il y a Marigoule, par exemple, une variété qui a été obtenue à Brive-la-Gaillarde, assez précoce et qui est très couramment proposée dans le commerce jardin. Celle qui a l'air d'être la plus résistante, alors à la fois en plus aux rouilles et aux autres maladies dont l'encre, c'est Marlac. Mais Marlac, moi je ne l'ai pas vraiment vu dans le commerce jardin. J'ai l'impression que c'est un châtaignier qui est vendu pour la production castanéicole.
C'est en revanche aussi une variété qui est sensible au gel, mais qui est vraiment très très vigoureuse. Alors ce que je voulais dire, c'est que quand vous parlez à un castanéiculteur, donc un cultivateur de châtaignes, il vous dit « Ah, les hybrides, j'aime pas bien parce qu'elles n'ont pas le goût aussi fin que celui de la châtaigne classique. » Alors il semblerait que l'INRA, elle a réussi un bon coup avec Maraval. Maraval qui est, elle, une hybridation naturelle avec ces deux châtaigniers, châtaignier européen, châtaignier japonais, et qui est très résistant, lui, à la sécheresse, parce qu'il a un ancrage racinaire vraiment profond. Il a une belle floraison, très mellifère, ça aussi, c'est résilient. Et les châtaignes sont bonnes, très bon goût, assez sucré. Et puis, il y a Bouche de Bétizac. Alors, je ne connaissais pas du tout. C'est aussi un hybride. Très grosse châtaigne, très, très, très grosse. Et on dit qu'elles ont une bonne saveur. En tous les cas, on a passé en revue à peu près ce que vous pouvez cultiver qui serait résistant. On rappelle quand même que le châtaignier, c'est pas l'arbre de jardin idéal. C'est quand même un gros truc. Il faut avoir la place pour le mettre. Il faut avoir un grand jardin. Très grand. Moi, je préfère ramasser en forêt. Voilà. Oui, mais c'est petit, souvent, la châtaigne sauvage. Non, il faut bien choisir ses arbres. Il faut avoir ses coins. C'est comme pour les champignons. Ah. Et il n'y a pas deux châtaigniers pareils. Il y en a qui donnent des très gros fruits. Et qu'on appelle des marrons. Alors non, ça peut être des grosses châtaignes. Les châtaignes, elles sont 3 dans la même bogue. Donc il y en a une grosse dedans. Il faut trouver l'arbre qui te donne des gros fruits. Je l'avais expliqué à l'époque, c'est qu'on appelle marron, quand tu dis pas une châtaigne glacée, tu dis un marron glacé. Oui. C'est des sélections de châtaignes où généralement il y a 1 à 2 graines, pas fruits, puisque le fruit c'est la bogue. Et à ce moment-là, on les appelle des marrons, et les châtaignes, c'est celles qui sont beaucoup plus petites. Patrick, Pierre-Alexandre, racontez-nous une belle histoire de plantes, de jardin ou de jardinier. Nous étions, il y a encore quelques jours, jour de la fête des morts, jour de la Toussaint, et jour, effectivement, du chrysanthème. Alors, je voudrais qu'on parle du chrysanthème dans son histoire, qui est plutôt orientale, et où la signification du chrysanthème n'a strictement rien à voir avec le côté mortuaire qu'on lui donne aujourd'hui dans notre pays. C'est un symbole aussi de l'automne. Aujourd'hui, on a d'abord le chrysanthème, il s'est décliné, d'une façon invraisemblable, du plus petit au plus grand, grosses fleurs, petites fleurs, simples, doubles, etc. Donc, il y a une richesse variétale dont on peut faire plein de choses. J'avais écrit la chose suivante en 2014, dans une petite réflexion jardinière. Le chrysanthème, cette fleur d'or qui enrichit les cimetières, pourrait tant faire pour donner vie à nos jardins d'automne. Et je regrette énormément, même si on commence à en voir un peu plus dans les jardineries en ce moment, que on ne multiplie pas suffisamment les chrysanthèmes pour décorer nos jardins. T'en utilises, toi ? Très peu, parce que c'est pas une plante qui a une longue durée de floraison. On va être plutôt sur les petits espaces, anémone du Japon, après on va passer à l'astère, terminer chez Hostilis, et là tu as couvert les 4 mois de floraison avec ces 3 plantes-là. Après il y a des variétés de chrysanthèmes vivaces qui sont proposées, qui ont des très jolies couleurs, on peut faire des jolies associations de feuillage. Dès que tu as un jardin plus grand, tu peux t'éclater sur des grands mix borders, c'est des plantes que tu peux mettre dans ta palette. Si on associe évidemment le chrysanthème aux morts, c'est essentiellement dû à la période de floraison qui correspond à celle de la fête des morts. Mais si vous analysez l'étymologie, chrysos, c'est l'or. Brillant, comme l'or. L'or. Et anthos, c'est la fleur. Donc c'est la fleur d'or. C'est une fleur qui, au Japon, est vraiment un symbole complètement différent. C'est même d'ailleurs la fleur de la famille impériale, et le sceau de l'empereur du Japon représente une fleur de chrysanthème. On dit même, je ne sais pas si c'est vrai, mais que le rond rouge du drapeau japonais, donc blanc avec ce gros rond rouge, ça serait pas le soleil levant, mais ça serait tout simplement une fleur de chrysanthème très stylisée. Il y a longtemps qu'on hybride des chrysanthèmes en Orient. Depuis le 7e siècle, on a vu d'autres couleurs apparaître. Parce qu'au départ, il est jaune. Est-ce qu'ils savaient hybrider vraiment, ou est-ce qu'ils obtenaient des hybrides en ayant des plantes qui se mariaient les unes avec les autres ? Certainement, parce que l'Asie était souvent
plus avancé à ces périodes-là que l'Europe, je ne pense pas qu'ils connaissaient quand même exactement le méthode de multiplication. N'empêche qu'ils ont obtenu pendant des siècles des variétés nouvelles et qui ont permis donc d'avoir cette plante qui là-bas est emblématique. On dit même en Chine, si vous voulez être heureux pour une vie, cultivez des chrysanthèmes. Parce qu'en fait, là-bas, c'est symbolique. On dit que le chrysanthème détient l'énergie de la vie. Et puis, on l'utilisait là-bas aussi pour des raisons médicinales. Il faisait bouillir des racines. On disait, pour empêcher les maux de tête. On mangeait les pétales en salade. T'en as déjà mangé, toi, des pétales de chrysanthème? Non, ça jamais. Par contre, c'est une plante qui était beaucoup utilisée aussi en fleurs coupées. Hein. Bien sûr, il faisait beaucoup de bouquets. Chrysanthème, t'en as dans ton jardin? Oui, j'en cultive en pot et j'aime bien les grosses fleurs blanches. Oui. Et ça repousse très bien. Et ce qu'il faut, c'est pas oublier de les pincer à un certain moment dans l'année pour qu'ils soient bien touffus, bien riches en fleurs. Alors moi, ce que je reproche aux chrysanthèmes que l'on vend, c'est ce côté justement pincé, mais de façon très régulière. On n'a que des formes en boule comme ça, alors qu'on pourrait les laisser ou les pincer de façon à ce qu'ils soient un petit peu plus élégants, naturels. Oui, après, on peut pincer comme on veut, mais il faut pincer. Ah bah oui, pour avoir beaucoup de fleurs. Ils font des formes absolument incroyables. Ils faisaient autrefois des corbeilles de chrysanthèmes, ils arrivaient à leur donner des on faisait des cascades. On faisait des chrysanthèmes cascades. Ça, c'était aussi uniquement lié au pincement. Il fallait la variété adaptée quand même. Alors la plante, elle a été introduite en France en 1789 par un capitaine au long cours qui s'appelait Pierre Blancard, j'ai pas trouvé plus de choses là-dessus, qui a rapporté de Chine 3 plants. Il y en avait un blanc, un pourpre et un violet. Et ce qui est incroyable, il devait adorer les plantes parce qu'il avait restreint les rations d'eau de son équipage de façon à permettre aux plantes de rester vivantes. Et aujourd'hui, la France est le pays où cette plante est la plus achetée. 26 millions de pots chaque année, dont malheureusement 95% vont au cimetière. C'est aussi, comme tu disais, une fleur coupée de première importance, puisqu'on en produit 70 millions de tiges, ou du moins on en achète 70 millions de tiges, mais quand même, en Maine-et-Loire et dans le Nord, on produit des chrysanthèmes. Alors, au jardin, à part les gros chrysanthèmes comme ça, des chrysanthèmes à petites fleurs... Non. Non, ça j'ai pas. Pourtant, moi je trouve ça vraiment intéressant maintenant. On a un choix de plus en plus important. On a parlé beaucoup des cyclamènes, on a parlé des bruyères, on a parlé des euchères, on a parlé des bugles, etc. Vous mélangez tout ça, ou même, tiens, avec des accords, Acorus gramineus, avec quelques petites graminées, ça peut faire quand même quelque chose de vraiment très, très, très sympa. Langage des fleurs, pour terminer, le chrysanthème à petites fleurs, justement, lui, il représente l'opposé de la grosse fleur. C'est optimiste, c'est gai. Toi, tu aimes le blanc, ça te va bien. Vérité, honnêteté, vous aimez le vrai. Écoute, si tu le dis. S'il est rose, attention, mes sentiments pour vous n'auront pas de fin. S'il est rouge, bah évidemment, dès qu'on est du rouge, c'est qu'on est amoureux. Et c'est là qu'on a la connotation la plus mortuaire, entre guillemets, c'est le violet, puisque c'est penser constamment à moi. Dernière petite chose, ne jamais offrir un chrysanthème en pot, car on dit que ça a une connotation mortuaire. Donc si vous offrez chrysanthème plutôt en bouquet, ou alors une petite barquette pour aller la planter dans vos jardins. J'aime bien, pour terminer, cette citation de Serge Geller, qui est dans les belles lettres, en 1958, a dit « Qui meurt d'envie de planter des chrysanthèmes et dans la fleur de l'âge qui sent le sapin ». Et c'est sur cette phrase, mes amis, que nous terminerons cette émission. C'était un petit clin d'œil. Merci Pierre. Merci Patrick. Merci Jean-Paul. Merci Patrick. Ton livre, donc je le rappelle encore une fois parce qu'il vaut le coup, Solutions pour un jardin résilient. N'hésitez pas, si vous avez un moment à passer autour d'un livre, ça va vous apprendre plein de choses. On vous remercie de nous avoir suivis. On vous rappelle que nous avons le News Jardin TV, le club, avec plein d'avantages exclusifs. On vous dit rendez-vous à la semaine prochaine et bienvenue au jardin.